Bonjour à tous, on va reprendre toutes les opérations qui ont été effectuées en classe hier pour un peu remontrer les procédures qui vont permettre de convertir des photographies couleur en photographies noir et blanc. La première procédure que nous avions vue, c'était une procédure sous caméra RAW. Et vous vous souvenez que dans Camera RAW, il y a la possibilité d'activer ici un mode noir et blanc. Et à partir du moment où on a activé un mode noir et blanc, on va se retrouver devant une série de curseurs qui reprennent toutes les couleurs du spectre, à savoir les rouges, les verts et les bleus, et les couleurs intermédiaires telles que l'orange, le jaune, le turquoise qu'on peut appeler le cyan, les violets, les magentas. Donc en fait le principe est assez simple, c'est que à partir du moment où on a ces mélangeurs, on va pouvoir augmenter la luminosité d'une couleur par rapport aux autres couleurs. Donc par exemple ici je travaille sur le rouge, ici je vais travailler sur le bleu et je vois que grâce à ça je peux faire apparaître des détails qui sont dans les lointains, etc. etc. Vous voyez, je peux travailler sur différentes zones et on obtient comme ça des résultats assez intéressants sur l'image. On peut aussi, si on le souhaite, puisque on est en noir et blanc et on n'a pas forcément une mémoire de toutes les couleurs qui étaient présentes à l'origine, on peut activer ici un correcteur de réglage ciblé. Et donc si on active cet outil-ci et que l'on vient sur une zone de l'image, on constate que on est en présence de pixels et qui sont au départ colorés. La preuve, c'est qu'on le voit sous forme de pastille ici. Et dès qu'on a choisi une couleur et qu'on clique dessus, va apparaître un mélangeur. Et donc, vous comprenez que si on part vers la gauche, ce sera pour diminuer. Et on voit que instantanément, via les curseurs qui sont ici sur la droite, vous pouvez suivre aussi l'évolution dans, par exemple ici, en l'occurrence, les bleus et les violets. Le gros atout de cette technique-là, c'est qu'elle permet d'agir sur plusieurs curseurs en même temps et pas qu'un seul, comme nous sommes ici en présence des curseurs, on va dire, manuels. Ici, on ne peut jamais en faire qu'un à la fois, alors qu'avec les réglages ciblés, on peut justement cibler un ensemble de couleurs et voir s'il est composé de deux couleurs, les deux curseurs vont être activés et vont être modifiés et l'éclaircissement ou l'assombrissement va avoir lieu. On peut ensuite, si on le souhaite, on peut refermer ce mélangeur. On peut ensuite développer ici le color grading, qu'on appelle ça. Le color grading, comme son nom l'indique, permet de styliser une photo. Et donc, en fait, si on va jouer un petit peu sur les pastilles ici, on peut faire basculer notre photo vers une tonalité choisie qui est plutôt chaude ou plutôt froide, une couleur, je vais dire, qui va recouvrir l'ensemble. Et on peut l'utiliser uniquement sur les tons clairs ou sur les tons foncés, etc., etc. Donc là, on est sur la valeur moyenne. Donc on voit qu'on est sur le gris ici. Si on veut travailler uniquement sur les ombres, on peut aussi, vous voyez, travailler uniquement sur les ombres. Et si on veut travailler sur les tons clairs ou les hautes lumières, si vous préférez, on peut donc travailler à ce stade-ci. Donc voilà une première procédure, pardon, qui a été développée en classe. À vous de tester. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons utiliser une méthode qui consiste à utiliser Photoshop. Donc en fait, je vais ouvrir la photo dans Photoshop, donc ici. Et cette fois, je vais utiliser des réglages d'image qui sont donc situés dans le menu dédié. Donc je vais d'abord aller dans Photoshop, je l'ouvre, ma photographie, et je vais utiliser cette fois
le menu qui se trouve ici, qui s'appelle Réglages de l'image. Et vous voyez que dans les réglages de l'image, il y a ce qu'on appelle des réglages ici. Et donc nous pourrions par exemple utiliser la teinte et la saturation ici. Et à partir du moment où nous avons utilisé cette fonction, nous voyons que nous pouvons travailler ici et désaturer complètement la photographie. On peut aussi évidemment garder un petit peu de saturation et on garde un petit peu de couleur si on le souhaite. Voilà, c'est une méthode comme une autre, disons c'est pas la plus formidable. En revanche, il existe ici la possibilité de changer le mode et on peut basculer d'un mode RVB actuel dans un mode niveau de gris. Et donc du coup, quand on passe dans ce mode niveau de gris, Photoshop nous demande si nous devons bien supprimer les informations de couleur et nous évidemment nous disons oui. Et l'atout de ceci, c'est que à partir du moment où nous avons réalisé cette modification, eh bien, nous pouvons activer cette fois un deuxième mode qui est en dessous, qui s'appelle la bichromie. Donc le principe est assez simple, c'est que avec la bichromie, nous sommes en présence d'une encre noire de départ. Donc pour imprimer cette photo, nous utiliserions uniquement de l'encre noire. Et nous pouvons dérouler un petit menu ici et aller choisir une deuxième option qui s'appelle la bichromie. Et du coup, apparaît une nouvelle case qui est blanche, en fait qui n'est pas d'encre, puisque l'encre blanche n'existe pas. Mais si nous cliquons sur, sur la case ici, nous allons entrer dans un sélecteur de couleurs qui permet, si vous voulez, de sélectionner une encre. Et donc si je prends cette encre-ci, par exemple une encre rouge foncée, je vois que notre photographie s'est colorisée en rouge. Donc ça c'est une option qui permet, si vous voulez, de donner à notre photographie une colorisation. Donc on peut aussi évidemment aller choisir une autre encre, et vous voyez que plus on descend, plus l'encre est discrète, mais elle enrichit, si vous voulez, la gamme tonale. Donc si vous montez vers la saturation, vous allez avoir une encre qui va dominer. Et donc on est ici en présence d'une technique qui est le propre, si vous voulez, de l'imprimerie, mais qui peut être utilisée en photographie de manière assez intéressante. Et quand nous avons validé cette couleur, nous pouvons aussi utiliser la courbe pour introduire, si vous voulez, la quantité d'encre que nous souhaitons. Donc par exemple, nous pouvons, si j'active ici la pointe, nous pouvons baisser l'intensité de l'encre noire, ou nous pourrions par exemple baisser l'intensité de l'encre bleue qui est ici. Donc en fait, il est donc possible de jouer aussi sur des parties centrales. Donc vous voyez, je suis sur la partie centrale, et là, eh bien, en fait, je peux coloriser un peu plus les pixels du centre de l'histogramme, ou inversement, les assombrir ici, donc je les éclaircis ou je les assombris, etc., etc. Et je peux faire ça, évidemment, avec les clairs et avec les foncés. Donc on peut aussi, évidemment, introduire des valeurs numériques au clavier. Donc ça, c'est une méthode. Alors, j'ai aussi quelque chose à vous montrer ici, à savoir que nous pouvons à tout moment aller chercher une bibliothèque de couleurs, et la bibliothèque de couleurs nous présente ce qu'on appelle un nuancier Pantone, et le nuancier Pantone nous permet aussi de choisir une encre particulière, et en fait, si nous devons suivre une consigne liée à un document qui doit être imprimé par un imprimeur, nous allons peut-être devoir choisir une Pantone dédiée, et sachez que nous pouvons aussi, en tapant le chiffre de la Pantone, donc ici j'ai tapé 1255, j'ai tapé 4588, et je vois que si je tape ces chiffres au clavier, 1547, vous voyez, je tombe sur les Pantones qui sont adaptés aux chiffres ici. Donc en fait, on les choisit, soit comme ceci, ou on les introduit au clavier, et voilà, la 147 est ici, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est une technique. Alors le problème, c'est que une fois qu'on a validé, malheureusement, le mode bichrome, donc vous voyez, on est en mode bichromie pour le moment,
le mode bichrome n'est pas forcément reconnu par les systèmes d'impression et notamment par les labos photos. Donc si nous voulons imprimer cette photo avec cette coloration-ci, donc avec les deux encres, nous sommes obligés, si vous voulez, de reconvertir l'image en mode couleur RVB. Donc nous passons en mode couleur RVB et là, nous avons les trois canaux, rouge, vert et bleu, et du coup, une imprimante jet d'encre, un labo photographique va comprendre, et vous avez vu que il n'y a pas eu de modification de tonalité, donc nous avons bien choisi une encre, et cette fois nous allons l'utiliser pour imprimer notre document photographiquement parlant avec un périphérique d'impression jet d'encre ou un labo photo. Voilà, ça c'était la deuxième procédure. Dans cette troisième partie, nous allons utiliser cette image et nous allons cette fois modifier notre image et la transformer en noir et blanc grâce à des calques de réglage. Donc le premier que nous avions analysé en classe, c'était le mélangeur de couches, souvenez-vous. Donc quand on active le mélangeur de couches et qu'on va dans les propriétés, on trouve les trois couches rouge, vert, bleu. La photo est restée en couleur, mais nous avons un mode monochrome. Si nous activons le mode monochrome, nous voyons que par défaut, les curseurs vont se régler sur des positions, en l'occurrence en rouge ici à 40%, en vert à 40% également, et en bleu à 20%. Et si nous totalisons les trois chiffres, nous sommes sur un chiffre de 100%. Ça veut dire qu'en fait, il y a un équilibre entre, pas réellement un équilibre, mais un ensemble qui forme 100%, donc des valeurs de l'image. Donc si nous prenons maintenant l'un des curseurs et que nous le déplaçons d'un côté ou de l'autre, donc nous prenons le curseur vert, nous voyons que nous éclaircissons toutes les curseurs qui sont, tous les pixels qui contiennent du vert, mais nous voyons aussi également que nous avons un chiffre ici qui dépasse le chiffre 100. Cela donc signifie donc que nous avons dépassé la plage tonale de l'image et un petit signal d'alerte sous forme d'un point d'exclamation apparaît, ce qui indique qu'il est absolument indispensable de rééquilibrer en modifiant l'un des deux autres canaux pour faire retomber à 100%. Donc vous voyez, il faut toujours avoir un chiffre de 100% ou moins, mais enfin au plus proche de 100%, mais ne jamais dépasser ce chiffre-là. Donc en fait, on peut ainsi, encore une fois, moduler nos effets. Donc le mieux, je pense, c'est d'essayer de trouver un effet qui nous plaît, et puis regarder où on est, donc on pourra aller au plus près de l'effet souhaité. Donc par exemple, nous voulons un effet comme celui-ci, mais nous sommes sur 136, donc nous devons, 126, pardon, nous devons baisser ici, et nous devons baisser ici jusqu'à obtenir disons, la bonne valeur qui consiste à faire du 100%. Donc ça, c'est une méthode que l'on appelle le mélangeur de couches. Instantanément, quand nous avons créé le calque de réglage, un masque de fusion est apparu. Et souvenez-vous qu'un masque de fusion, c'est un espace sur lequel nous pourrons intervenir à l'aide cette fois d'un outil de dessin. En l'occurrence, ici, on va utiliser, je vais dire principalement pour la démonstration, le pinceau. Vous verrez plus tard qu'il y en a d'autres. Mais le pinceau en noir ou en blanc va permettre, si vous voulez, de moduler les espaces colorimétriques qui sont ici et donc d'atténuer l'effet du calque de réglage en masquant. Donc ça, je vais vous le montrer via un second calque de réglage. Donc par exemple ici, on va dire que je suis content avec mes 100%. Ici, je vais mettre 100% parfaitement pour que je sois, pardon, je me suis trompé, voilà, je mets du 100%, 99, je vais remettre un petit pourcent de bleu et je suis à 100%. Et maintenant, bon, imaginons que je suis assez satisfait du rendu dans les teintes, mais que je trouve que, par exemple, l'image est un petit peu sombre. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est choisir un deuxième calque de réglage. Et par exemple, je vais prendre le calque de courbe et je vais ainsi pouvoir éventuellement, vous voyez, moduler cette fois le contraste de mon image à l'aide de ce deuxième calque de réglage. Donc en l'occurrence, j'augmente un peu le contraste ici
Et je vois que si je fais ceci en augmentant le contraste là, comme ceci, donc en fait en faisant une forme de S, on augmente le contraste, et en faisant l'inverse, une forme de S inversée, on diminue le contraste. Vous voyez, là on est sur une diminution de contraste, ça donne une impression de brume, alors qu'ici on a une impression plus forte de luminosité. Mais malheureusement, comme vous le constatez, on perd pas mal de détails dans les ombres, et du coup, donc comme je vous l'expliquais là juste précédemment, le masque de fusion va nous permettre, si vous voulez, d'intervenir pour, disons, restreindre l'effet de mon calque de réglage courbe ici sur, par exemple, le feuillage, les arbres ici qui sont devenus un petit peu noirs. Donc je prends le noir comme couleur, et normalement il est défini en noir et blanc, ce sont les couleurs par défaut, les bascule ici en utilisant la double flèche ou la lettre X du clavier, c'est pareil. Et si je prends mon pinceau, que je viens sur mon image, et que je définis une taille de pinceau, je dirais, efficace pour faire mon travail, souvenez-vous qu'on peut le faire via le bouton droit de la souris, on peut jouer la dureté, ici, la force, si vous voulez, si on met en dureté 0, on va avoir un effet aquarelle, si on le met en dureté 100, on aura un effet plutôt style feutre. Donc en fait, on va nous travailler sur quelque chose d'assez doux, donc on va descendre ici. Donc on peut choisir la taille de son pinceau ici, même la forme de son pinceau peut être choisie en modulant ici l'effet, ou on peut aussi, si vous n'aimez pas le bouton droit de votre souris, vous pouvez aller chercher le même pinceau et les options dans la barre que l'on appelle la barre de contrôle. Donc voilà, je suis ici, j'ai mis du noir comme couleur pour, disons, masquer, et donc en fait, si je me mets à peindre les zones qui sont devenues un petit peu trop sombres, pardon, avec mon calque de réglage courbe, je vois que je peux rattraper les valeurs. Donc je vais vous le montrer après en activant, désactivant le calque. Donc voilà, j'ai rattrapé ici des valeurs dans les ombres, je rattrape un petit peu de valeur aussi là, et donc vous voyez nettement que en désactivant mon masque de fusion, je vois que, voilà, vous voyez, on a vu l'effet qui était sans masque, et maintenant je réactive et je vous montre avec le masque. Et vous voyez instantanément apparaître le détail qui a été, disons, et on a été le rechercher, si vous voulez, en masquant l'effet du calque de réglage courbe. On peut aussi rappeler qu'à tout moment, on peut aussi revenir sur nos réglages, vous voyez, on peut continuer à travailler, et ainsi de suite. Et chaque fois qu'on crée un calque de réglage, il se crée automatiquement un masque de fusion. Si, par exemple, on a fait quelques manipulations et qu'on veut les supprimer tout en même temps, on pourrait les supprimer une à une en utilisant cette fois le pinceau blanc, hein. Donc on active le masque de fusion, on prend le pinceau blanc à la place, il est ici, hop, on le met en avant, donc on permute ici avec le blanc, et on peut venir, si vous voulez, effacer, et donc là, vous voyez, on efface, je ne sais pas si vous suivez dans la fenêtre, mais regardez bien ici ce qui se passe, et là vous voyez que j'efface, on voit disparaître, bon ça c'est une technique qui pourrait être utilisée pour faire disparaître l'effet d'un masque, mais il y a une technique beaucoup plus simple. Si on veut revenir à un masque de fusion, je dirais complètement blanc, c'est une technique qui consiste à le remplir. Donc on prend l'édition remplir ici, on choisit le blanc comme couleur et on valide. Et là automatiquement vous voyez le masque de fusion est redevenu vierge, donc il n'y a plus de masque si on veut. On peut aussi utiliser l'autre méthode qui consiste à remplir de noir, donc au lieu de mettre du blanc, on remplit de noir, donc ça veut dire qu'il va masquer tout. Donc je vais prendre du noir, je fais ceci, je masque, et vous voyez, donc là on ne voit plus du tout l'effet du calque de réglage courbe, puisque tout est masqué. Et si on veut, alors là on peut procéder de la même manière, c'est une sorte de manière qui consiste à illuminer la scène, si vous voulez. On va prendre toujours le pinceau blanc cette fois, et on va faire ressortir les éléments qu'on voudrait voir s'éclaircir. Regardez, je vais éclaircir les petites maisons, voilà, et là je suis en train de trouer, donc en fait, je démasque, regardez, le trou se forme, hein, on le voit nettement ici, je vais le mettre en grand pour que vous puissiez le voir, donc option de panneau, je vais le mettre ici, ah mais il est déjà en grand, pardon, donc je ne sais pas le faire plus grand,
Donc je vais éclaircir, voyez, on éclaircit les façades et on peut ainsi illuminer la scène comme on le ferait, disons, à l'agrandisseur avec des petites marionnettes par-ci par-là. Donc voilà, on peut vraiment peindre, c'est vraiment le cas de le dire, on peut vraiment peindre avec la lumière. Donc je vais désactiver pour vous remontrer. Voilà, donc là le calque de réglage est désactivé, le masque de fusion est désactivé, donc on est ici. Et quand j'active, là on voit que j'assombris la partie que j'ai assombrie grâce à mon calque de réglage courbe et je suis venu enlever une partie du masque pour faire de la luminosité aux endroits souhaités. Donc voilà un petit peu la méthode qui consiste à utiliser calque de réglage et masque de fusion. Voici maintenant une autre méthode, une autre méthode qui complète un peu la précédente, à savoir que nous allons utiliser un autre calque de réglage. La première chose que je vais faire, c'est dupliquer mon calque d'arrière-plan. Donc voilà, j'ai fait une copie ici et je vais utiliser cette fois un autre calque de réglage qui est ici, qui s'appelle noir et blanc. Et en fait, là, vous allez retrouver quelque chose qui vous est déjà familier, puisque ça faisait partie, si vous voulez, de la première partie de la vidéo, où nous avions dans Camera Raw un peu le type, les mêmes curseurs qui étaient présents, à savoir rouge, vert et bleu, ainsi que les intermédiaires. Il y en a un petit peu moins ici, mais ça marche tout aussi bien. Et donc, comme vous le voyez, on peut donc commencer à travailler. Donc, vous voyez, c'est pareil que dans la méthode précédente, donc la méthode qui est sous Camera Raw, et on va pouvoir ainsi essayer de développer les pixels en les éclaircissant ou en les assombrissant en fonction des couleurs. On a aussi la possibilité d'utiliser un outil de réglage ciblé. Donc en fait, le réglage ciblé apparaît sous cette forme-ci, ce qui nous permet, si vous voulez, d'aller chercher une zone, et comme vous le voyez, nous pouvons aussi intervenir comme dans Camera Raw. Donc en fait, c'est une technique qui est aussi intéressante, qui ressemble très très fort à ce que nous avions sous Camera Raw. Voilà. Et donc toujours pareil, hein, on peut à tout moment créer un nouveau calque de réglage ici, et une fois que le calque de réglage a été créé, on peut donc moduler les effets, et grâce toujours au pinceau noir, on peut venir masquer les effets, si vous voyez, de ce calque de réglage numéro 2. Voilà, et quand on a terminé, on voit apparaître le masque qui est sous cette forme-ci, en noir sur fond blanc, qui indique donc qu'il y a eu une intervention à ce niveau-là. Donc ça, c'était aussi un calque de réglage qui pouvait être super intéressant. Je n'ai pas expliqué, je vais le remontrer, mais ici nous avons aussi des filtres qui sont déjà prédéfinis. Donc si nous déroulons ici, nous avons une liste, et en fait, si vous regardez bien, ce sont les filtres qu'on utilise en photographie argentique, les filtres que l'on visse sur son objectif pour obtenir des résultats similaire à ce que la photographie argentique procure. Donc en fait, la règle du filtre, souvenons-nous, elle est la suivante. Le filtre éclaircit sa couleur et les couleurs qui le composent, et il assombrit sa complémentaire. Donc pour bien comprendre et bien choisir le filtre adéquat ici, il faut absolument connaître les règles et le cercle chromatique, pour savoir que, par exemple, si je prends le bleu, si j'active le bleu, le filtre bleu a travaillé sur les bleus. Il a donc, si vous voyez, si vous regardez bien, il a éclairci du côté des bleus et il a assombri tout l'autre côté. Donc ça veut dire qu'en fait, il a éclairci ses couleurs et il assombrit la complémentarité. Ceci est la couleur et ceci est la complémentaire. Donc maintenant, évidemment, une fois qu'on a activé le filtre, on peut reprendre les réglages manuellement, et ainsi de suite. Donc en fait, la règle qui s'applique ici est la règle toute simple des filtres de lumière.
Donc je vais prendre par exemple le filtre vert, qui va donc forcément éclaircir tout ce qui est vert. Vous voyez, hop, les jaunes, les verts, et hop, on a eu une diminution de l'autre côté, donc notamment du magenta, qui est la complémentaire du vert. Donc voilà, on peut donc revenir à l'automatique ici, donc on revient à quelque chose d'assez standard. Il va essayer de vous faire, disons, un rendu, disons, standardisé, c'est le cas de le dire, et à vous d'œuvrer en travaillant sur les curseurs pour faire sortir les différentes valeurs. Donc voilà, le principe est simple, donc toujours bien avoir à l'œil le calque de réglage, la possibilité de le régler en activant son icône ici, et la possibilité donc de le masquer si on veut effacer les effets. Vous voyez, j'efface les effets de mon calque de réglage. Donc pour vous donner une idée, je vais forcer un petit peu le résultat expressément et hop, en activant le calque de réglage et en peignant, je vois nettement qu'il se passe quelque chose. Et je masque l'effet de ce calque de réglage. Sachez que il est toujours possible que je vais faire un remplissage complet avec du blanc de ce masque de fusion. Le raccourci clavier, c'est majuscule backspace pour obtenir la boîte de dialogue remplir, et je vais prendre le blanc, je vais remplir complètement, et cette fois vous allez voir, je vais utiliser un autre outil, je vais utiliser l'outil de dégradé, et je vais, en cliquant bien évidemment sur le masque de fusion, je vais venir peindre un dégradé de noir à blanc. Et attendez, je me suis trompé, j'ai pas pris le bon dégradé, il faut que j'aille chercher le bon dégradé ici. Donc dans les basiques, je vais prendre le dégradé qui est ici et je vais venir faire un dégradé. Et attendez, là il y a encore un souci, il me fait des bêtises. Donc je vais activer le bon dégradé. Évidemment, c'est à cause de moi, c'est parce que je n'avais pas activé le bon dégradé ici. Hop. Et là, vous voyez, je vois apparaître ici un masque. Et comme il est, son opacité a été réglée à 30%, il n'est pas tout à fait noir, il est gris. Si je veux l'augmenter et recommencer, je le passe à 100%, je descends et vous voyez, je crée un masque de fusion sous forme d'un dégradé. Je peux même le faire en bas, je peux même le faire sur le côté, etc., etc. Et si je veux en faire plusieurs, d'un côté et de l'autre, eh ben, il va falloir que je crée plusieurs calques de réglage de niveau, par exemple, ou courbe, et perpétuer à l'aide de mon dégradé cette intervention localisée qui commence à masquer très très fort 100% et qui se dégrade pour laisser apparaître l'effet réel du calque de réglage. Ici, là où c'est blanc, regardez, si je le désactive, on voit nettement qu'il a agi sous forme d'un dégradé ici. Vous verrez que ce sera très utile bientôt lorsque nous allons réaliser des panoramiques. Voilà. Cette vidéo est terminée. Vous souvenez-vous que si vous prenez les ressources que j'ai mis à votre disposition, nous avons le petit tutoriel en 17 étapes avec Zoé qui a été donc ici réalisé à l'aide des techniques que nous venons de voir ensemble. Donc ici, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a aussi une intervention sur les tons foncés et les tons clairs. Je vous demanderai donc de faire le travail et essayer de vous, disons, remettre en mémoire toutes les étapes qui sont d'ailleurs décrites ici sous forme d'un PDF qui accompagne le premier PDF. Donc le PDF ici avec les captures écran et l'autre PDF ici avec la liste des actions qui sont à perpétuer sur la photographie. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir et à tout bientôt.